Ce mardi 20 août 2019 avec les frontières fermées. Il ne comprenait rien. Beaucoup d'interrogations suite à cet acte unilatéral du voisin, le Nigeria, et plus rien. Dans la foulée, l'on apprend que cette mesure durera 28 jours. Les entrées sont filtrées. Seuls ceux qui détiennent par devant eux leur passeport estampillé peuvent passer par les frontières. Et après l'expiration de cette date, de ce délai de 28 jours, les frontières continuent toujours de rester fermées. Qu'est-ce qui sous-tend cette décision? Du côté du Bénin, aucune information officielle ne vient pour éclairer les uns et les autres. Sur ce plateau ce soir, l'on s'interroge sur les motivations du Nigeria, c'est sûr, et c'est clair. Il est indiqué dans des messages du côté du Nigeria qu'il est interdit l'importation de certains produits destinés à la consommation, dont le riz et les produits congelés. Saturne Djossou, 28 jours après, les frontières continuent d'être maintenues fermées. À quand la réouverture? Je sais que vous n'êtes pas Mamadou Bouhari. Mamadou Bouhari, vous n'êtes pas le diplomate béninois en chef non plus. Même s'il était diplomate en chef béninois, si celui qui est en charge de la diplomatie au Bénin avait une réponse, je pense qu'on n'en serait pas là. Lui aussi n'y voit que du feu, comme on dirait, tout puissant Aurélien, qui a servi au niveau des Nations Unies, qui a voulu mettre son carnet d'adresse au profit du Bénin à travers le gouvernement, jusqu'ici n'a pas encore trouvé l'énigme que constitue n'a pas réussi à résoudre l'énigme de cette mesure qui fait la fermeture des frontières du Nigeria. On n'en dira pas seulement avec le Bénin, avec d'autres pays de la sous-région. Les raisons du Nigeria, on les connaît plus ou moins, en tout cas celles officielles. Des produits de réexportation qui quittent le Bénin, qui atterrissent sur son territoire. Le Bénin, je dis qui quitte le Bénin parce que le Bénin est le principal pays, pas seulement un pays de transit. Si on transitait ce que souhaitait le Nigeria, on ne serait pas en train de subir sa foudre actuellement. C'est un pays par lequel les produits de contrebande, de réexportation d'une manière ou d'une autre atterrissent sur le territoire nigérien. Le Nigeria dit vouloir protéger son économie, vouloir prendre des mesures sécuritaires et parle d'opérations conjointes, même si c'est à l'interne qu'il mène cette opération. Je parle des raisons officielles qui sont connues. Le Nigeria qui dit, selon les dernières informations qui circulent, que tant que, ou tout de moins des informations venant de certaines autorités de la douane du Nigeria, que tant que les pays qui sont auteurs de cette invasion du territoire nigérien de produits non voulus ne prendraient pas de mesures pour rassurer le géant qu'il gardera ses frontières fermées. Vous l'avez dit, 28 jours, ces 28 jours, ce n'était d'ailleurs pas écrit sur papier. C'est de bouche à oreille que l'information passait, les confidences d'agents venant du Nigeria, d'Abuja, pour sécuriser les frontières du Nigeria, pour aider le Nigeria à atteindre ses objectifs, à garder ses frontières fermées, qu'on entendait 28 jours. Il y a un document qui a circulé au niveau de la frontière. Oui. Qui indiquait les 28 jours. Vous en avez vu, vous? J'en ai vu, mais je n'en sais pas plus sur le caractère officiel du document. Je crois que vous et moi étions à la frontière, tout au moins pour la première fois. J'étais descendu à la frontière de Craquet. Nous avons vu un document qui nous a été remis par les autorités béninoises, un document provenant du Nigeria. Qu'elles ont aussi reçu comme ça, ont-elles indiqué? Mais nulle part sur ce document, on avait mentionné 28 jours. C'était les autorités avec qui on parlait qui disaient qu'ils apprennent de leurs homologues du Nigeria que ça fera 28 jours. Nous sommes en train de passer le cap de ces 28 jours et les frontières du Nigeria n'ont pas l'air d'être rouvertes au Bénin. Certainement parce que le Nigeria n'a pas encore atteint ses objectifs. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Pendant que les 28 jours que nous avons appris de façon officieuse arrivaient à expiration, on commence par apprendre que le Bénin doit une facture de milliards au Nigeria en termes d'énergie consommée. Ce sont des signes qui amènent à dire que les positions
sont en train d'être radicalisés peut-être du côté du Nigeria et que peut-être les 28 jours qu'on apprenait comme étant des dates de fermeture de la frontière ne seront pas que ces jours-là de fermeture et que nous allons vivre d'autres jours de fermeture. Il faut alors interroger les raisons qui sont officieuses. Et c'est là que les interprétations peuvent avoir libre cours. Vigile avancé, visiblement, c'est parti pour durer plus de jours et apparemment, les autorités béninoises n'ont pas encore trouvé les moyens pour faire fléchir la position du géant voisin de l'Est. Vous savez, la situation aujourd'hui est telle que plus ça dure, plus ça va être naturellement compliqué. Et plus cela va mettre les autorités nigériennes dans tous leurs états avec, disons, une position radicale, comme ils s'en vont en prendre. Parce que ce qui se joue, l'officiel n'explique pas tout. L'officiel au départ, c'est qu'il avait des manœuvres militaires aux frontières du Nigeria, aux quatre coins donc, du pays. L'officiel, c'est que il voulait voir clair dans ce qui entre et ce qui sort du pays. Il voulait mieux lutter contre la contrebande. Mais il s'est trouvé qu'au fil du temps, la première raison s'est étiolée. Et déjà les premiers jours, nous disions que ce qui était plus en cause, c'était, du moins officiellement, cette contrebande-là, vu la politique que le Nigeria a mise en place, vu l'option économique que le pays a faite. Et donc, on en est là. Ça, c'est les raisons officielles. Mais quand vous voyez aujourd'hui les choses se poursuivre et dans ce sens-là, je crois qu'il faut aller chercher les non-dits de cette crise-là. Et pour moi, ce sont ces non-dits-là qui expliquent le fait que ça perdure, qui expliquent le fait qu'il n'est pas véritablement, alors que, disons, 5 pays de la CEDEAO sont tout de même, tout au moins, si je mets de côté le Togo et d'autres pays, le Burkina et autres, qui sont par ailleurs impactés tout de même. Si je mets ces pays de côté, il y a quand même au moins 5 pays sur les 15 de la CEDEAO, l'espace CEDEAO, qui sont impactés, qui sont directement impliqués dans cette crise. Donc, cela valait déjà qu'il y ait un sommet extraordinaire uniquement consacré au sujet. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là, ou du moins ça a été abordé au détour du sommet de Ouaga, qui était d'abord consacré, et de vieille date consacré, n'est-ce pas, au terrorisme dans la sous-région. Et je parlais donc de ces non-dits-là, où très rapidement, on avait vu que c'était un habillage pour éviter un clash diplomatique entre le Bénin et le Nigeria. Parce que quand vous suivez l'actualité dans les différents pays concernés, je cite rapidement le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Bénin, vous voyez que sur les chaînes de télévision tout au moins, les pays où on en parle le plus, ce ne sont pas les 3 autres, c'est plus le Bénin, parce que le Bénin est plus frappé, n'est-ce pas? En tout cas, c'est au Bénin que c'est plus une préoccupation, une grande préoccupation. Alors, pour moi, les non-dits de cette crise, c'est quoi? Quand vous voyez, tel que les choses ont commencé, Dangote n'a pas pu, n'est-ce pas, subir, puisqu'il subit par ailleurs lui-même cette crise-là. Il n'a pas pu subir cette crise, il n'a pas pu apprendre ça au même jour que le Bénin. Et il est probable, car ce ne sont plus des rumeurs aujourd'hui, pour ce qui concerne les taxes qui ont été imposées aux produits de Dangote. Ces camions qui passent par le Bénin? Exactement, ce ne sont pas des rumeurs. Et donc, il y a le lobby des opérateurs économiques Dangote en tête, qui a décidé, n'est-ce pas, de cette décision. Vous avez vu, ils ne se sont pas cachés dans ce contexte-là. Et ça, je tombe sur la deuxième raison, où Dangote est allé, n'est-ce pas, à Paris s'afficher avec l'autre opérateur économique béninois, Sébastien Germain Adiavon.
Et c'est là où le second lobby intervient, à savoir le lobby. C'est vrai, Sébastien Jamé Adjavon n'est pas Nago ni Yoruba. Je parle là du lobby Yoruba, Nago, qui vient appuyer le lobby économique, n'est-ce pas, en soutien. Parce qu'au-delà de tout, le Bénin n'est pas un pays en dehors des autres pays. Le Bénin, la mauvaise santé politique, la mauvaise santé économique, la mauvaise santé sociale, surtout du Bénin, contaminerait le Nigeria. Et dites-vous bien que le Nigeria, à ce jour, la seule frontière qui semble relativement paisible, c'est quand même la frontière de l'Ouest. Vous ne direz pas le contraire. Que ce soit le Nord, que ce soit l'Est, de l'autre côté, et c'est soit Boko Haram, soit les autres du Burkina et du Niger, là-bas. Voilà. Et donc, il a ce lobby également qui a appuyé les choses un peu. Vous n'oubliez pas que Boni Yaya a subi ce qu'il a subi. Vous n'oubliez pas que, eh bien, on a constaté ce qu'on a constaté à Tiaro, Savet. Donc, il a ce lobby-là qui est également entré, de mon point de vue, en jeu pour donner tout ce cocktail qu'on voit. Et justement, et c'est là où je dis, plus ça va durer, plus les choses vont se radicaliser, notamment du côté de Abuja. Parce que, contrairement à nous au Bénin, où on vit au jour le jour, on ne décrypte rien, les Nigériens, avant d'en arriver à cette fermeture, je peux vous l'apprendre, les Nigériens ont dépêché des émissaires au Bénin. Des émissaires au Bénin, l'économie du pays a été étudiée, la politique, la société, et ils savaient à peu près de quoi on est capable, quel genre de réaction on peut avoir. Et même du côté de la psychologie, de ceux qui nous dirigent, les petites phrases qui renseignent largement sur notre psychologie. Goyik Peroto, l'antimain. Ceci, cela. Le PV, on sait qu'il a, on sait comment ça tourne. On sait la contrebande, quelle forme ça prend. Qui est à la manœuvre, qui profite de la contrebande, qui est l'auteur de la contrebande, ou qui sont les auteurs de la contrebande. Vous voyez, qui sont ceux qui sont à la manœuvre. Est-ce que l'État est loin de la contrebande aujourd'hui? Ils savent tout ça. Vous voyez? Et donc, ils ont étudié, et pour eux, cette raison, de mon point de vue, cette raison officielle est noble, parce que personne ne dira que au nom de la communauté, il faut qu'il se sacrifie, qu'il n'existe plus. Et le Nigeria veut exister économiquement, on ne peut pas le lui reprocher. Et juste là, je pense que nos autorités n'ont pas encore compris, n'ont pas encore saisi les choses pour savoir saisir cette crise, savoir ça. Plus ça dure, vous avez vu, désormais c'est l'électricité, et après ça va être d'autres choses. Et puis après on ne refuserait plus ce clash-là, parce que le Nigérien vous dira qu'il ne pourra pas être gêné, n'est-ce pas, d'affronter le Bénin au risque de sa vie, que c'est une question de survie. On en est là aujourd'hui malheureusement. Alphonse Moïse Soudé, de l'autre côté du Nigeria, les autorités estiment quand même que les frontières poreuses ont été utilisées par des contrebandiers avec la complicité bien connue des responsables de part et d'autre, des responsables des douanes, pour faire sortir du Nigeria des produits pétroliers. Le Bénin en profite largement lorsqu'on parle de produits pétroliers venant du Nigeria. Oui, et puis on a parlé de complicité. Le Nigeria s'est rendu compte que nous menacions son économie. Et quand votre voisin menace votre économie, vous devez prendre vos responsabilités pour sécuriser votre économie. Mais au-delà de ce que nous savons de façon officielle, et des raisons évoquées par Vigile et Saturnin, nous avions déjà dit sur ce plateau, je fais attention avec un certain Bouhari, avec un certain Obasanjo. Et au-delà de toutes les raisons évoquées, il y a les non-dits qui vous souviennent qu'au lendemain des législatives, le président béninois a été appelé d'urgence au Nigeria. Selon les rumeurs, le Nigeria a souhaité pour une certaine stabilité politique. Parce que si les affaires doivent marcher, il faut qu'il y ait une situation politique stable.
Et vous savez très bien qu'au Nigeria, Obasanjo a fabriqué des milliardaires nigérians, a fabriqué des hommes qui maintiennent l'économie nigériane, tels que les Dangote et autres. Mais au Bénin, on détruit ce qui doit faire l'économie au profit de la contrebande, au profit d'une société appartenant à quelqu'un. Donc, dans la sous-région, c'est un peu menacé. Et vous avez vu Ladislas Prosper qui s'était rendu au Nigeria. Il y a le lobby politique. Il s'est rendu au Nigeria, il a discuté avec les Nigérians. Ils ont demandé à ce qu'on fasse pression sur le Bénin pour qu'on reprenne les législatives. Nous avons eu l'information. Et quand le Nigeria, c'est pas un pays le Nigeria ne supporte pas qu'on lui tienne tête. Quand on évoque le nom de Buhari, il faut remonter dans les années 83. Et il faut remonter dans la chute du régime Kérékou. Parce que quand on ferme vos frontières, c'est qu'on suscite de l'intérieur une certaine révolte. Parce qu'il n'y a que la majorité de la population de certaines régions du pays vivent du commerce avec le Nigeria, vivent de la contrebande, vivent des petits produits qu'on va acheter. La plupart des commerçants, et vous allez voir quand vous sortez, les transitaires qui font commerce avec les Nigérians vous ont dit, je ne peux plus faire affaire avec mes amis nigérians. Les dames qui vont acheter les tissus, les petits produits au Nigeria qui viennent les revendre. Donc on est en train de mettre la pression sur le Bénin pour qu'il y ait une certaine révolte, parce que politiquement, ce n'est pas clair au Bénin. Ça là, on ne peut pas mettre cette raison-là de côté, vous le savez. Peut-on mélanger la politique et l'économie? Si vous voulez faire de l'économie, que votre pays n'est pas politiquement stable, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Les deux vont de pair. Oui, les deux vont de pair. Et vous voyez, la CEDEAO est en train de s'effriter. Vous imaginez qu'au Togo, à côté ici, vous présentez la carte d'identité nationale du Bénin, qui est supposée vous permettre de circuler dans les pays de la CEDEAO. La libre circulation des personnes et des biens. Les Togolais m'ont réclamé 2000 francs. Parce que j'ai exhibé la carte d'identité du Bénin. Les Ghanéens m'ont... Si vous avez la carte d'identité du Bénin, c'est que vous avez un ordre de mission, certainement. Non, on a dit libre circulation. On a dit si vous avez la carte nationale, vous pouvez circuler dans les pays de la CEDEAO. Les Ghanéens m'ont réclamé 20 Syries pour que je rentre dans leur pays. Pourtant, ils m'ont dit clairement en anglais, ils se foutent de la CEDEAO, ils ne connaissent pas la CEDEAO. Les Togolais disent, c'est pas ça, de ça qu'on va vivre, à l'aller comme au retour. Donc déjà, la CEDEAO est en train de s'effriter. Et aujourd'hui, chacun se protège. Le Nigeria reste et demeure une puissance dans la sous-région. Et tant que, politiquement, nous allons parler, Vigile l'a évoqué, le lobby des Nago. Vous connaissez très bien, tous les Béninois, y compris Patrice Talon, connaissent les liens qu'il y a entre, comment on appelle, Boni Yayi et l'ancien propriétaire de Glo. Tout le monde connaît les liens qu'il y a entre Boni Yayi et Obasanjo. Tout le monde connaît les liens qu'il y a entre Boni Yayi et Dangote. Et quand vous vous en prenez à leurs copains de griffe, ils ne vont pas vous pardonner ça. Au détriment du peuple, on veut pressionner le peuple, on veut amener le peuple à faire une certaine pression sur vous, mais les autorités béninoises refusent de voir en face. Vous ne pouvez pas détacher tout cela de tous les Béninois qu'on a envoyés en exil. Vous savez très bien que Sébastien Jamon, c'est le président du patronat. Et pourtant, vous voyez comment il a été traité. Et au Nigeria, les opérateurs économiques nigériens sont choyés. On fait d'eux des milliardaires, on fait d'eux des personnalités. Quand on parle de l'économie du pays, ce sont ces gens-là, c'est ça. économiques. Et l'État ne peut pas vouloir prendre des décisions sans associer ces personnes-là. Vigile l'a rappelé. Imaginez qu'on se prenne à Dangote au Nigeria. C'est grave. Moi, j'ai vu à Accra les installations de Dangote. Dangote est assis là-bas. Et Dangote traverse notre territoire. Vous voyez toutes les difficultés, toutes les misères qu'on fait à Dangote. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas chez nous encourager nos opérateurs à faire émerger notre économie. Mais chez vous empêchez. Donc, il y a plusieurs raisons qui militent. Parce que, en conclusion, c'est qu'on veut étouffer le régime. On veut amener le régime à respecter les accords de la CEDEAO. En le faisant, ce sont les populations qui souffrent. Mais justement, c'est parce qu'on veut amener, on attend des populations une certaine réaction. On a envoyé, est-ce que les représentants, les émissaires de la CEDEAO, dans le cadre de la crise
électorales, est-ce qu'ils ont été bien reçus? Est-ce que les consignes données par la CEDEAO ont été respectées? Si vous ne respectez pas les consignes de la CEDEAO, ce n'est pas maintenant qu'on veut vous étouffer que vous allez solliciter la CEDEAO. Respectez d'abord les consignes de la CEDEAO et la CEDEAO vous aidera à mettre en pratique votre politique économique ou bien sociale. Mais dès que vous tenez tête à des gens qui sont quand même... quelqu'un est plus fort que vous, il est plus fort que vous. Et vous devez reconnaître que on a dit que le Bénin ne peut pas vivre sans le Nigeria. Certains sont allés jusqu'à dire que le Bénin est un département du Nigeria. Donc il faudrait que nous puissions trouver... Et malheureusement, dans cette crise, Patrice Zavala, on n'a pas la version officielle. On ne rassure pas les Béninois. On ne rassure pas nos compatriotes. Mais c'est un blackout, c'est grave. Quand ça se passe comme ça, nous savons très bien du nord au sud que le Bénin a plusieurs frontières avec le Nigeria et que beaucoup vivent des produits de la contrebande. Beaucoup vont chercher de jour comme de nuit des produits qu'on ramène vendre ici. Mais quand on a fermé les frontières, les autorités, le chef de l'État ne même pas. Ça devient une crise. Le chef de l'État devait monter au créneau, délivrer un message pour rassurer son peuple et dire à son peuple les démarches qui sont en train d'être menées pour que l'on ait une porte de sortie. Mais malheureusement, on laisse les Béninois davantage dans leur misère. Saturnin Diosso, le Nigeria a pointé du doigt les produits pétroliers qu'on fait sortir de son pays à travers les frontières avec le Bénin et on fait rentrer sur le territoire du Nigeria du riz d'Asie, des tomates qui viennent de l'Italie, des voitures d'occasion qui prennent par le Bénin et autres produits qui atterrissent au Nigeria. Et tout ça cause des pertes énormes aux recettes pour le Nigeria et perturbe la production locale. Ils insistent là-dessus, la production locale. La contrebande, ce que vous avez commencé par dire, prouvait que la contrebande, c'est de part et d'autre. Ce n'est pas que le Bénin est le seul pays, je ne dirais pas comme d'autres de contrebandis, mais de contrebande sur le chemin du Nigeria. Le Nigeria a fait rentrer également par des voies non officielles. Quand on parle d'ailleurs du riz, ce sont les Nigériens qui viennent en chercher ici, qui en portent là-bas. Quand vous parlez du riz, le riz exporté ou réexporté sur le Nigeria n'est pas un riz produit au Bénin. Mais l'essence qui quitte le Nigeria pour atterrir au Bénin, vous avez au moins la certitude que c'est l'essence de la pompe du Nigeria et que c'est subventionné par le Nigeria. Là, le Nigeria, même s'il voudrait faire œuvre utile, pourrait dire je ferme les yeux sur l'essence de contrebande qui vient au Bénin parce qu'on nous dira que ça détruit un certain marché des produits pétroliers, les stations officielles étant installées, étant concurrencées par l'essence des étalages, qui avant d'être essence des étalages, essence de la pompe venant du Nigeria. Si le Nigeria voulait faire œuvre utile, pourrait dire je ferme les yeux sur ça. Il y a des actes de sabotage également qui se produisent au Nigeria pour extraire de l'essence du pétrole carrément. Je ne pense pas que ce qui atterrit au Bénin fait partie du Vous devez avoir en souvenir ces actes qui ont causé la mort de nombre de Béninois parce qu'il y a eu l'incendie. Vous parlez de Porga? Non, pas au Porga, mais dans le Nigeria. Je me rappelle encore cette année, parce qu'on a renvoyé au Bénin les Béninois morts dans ces flammes au Nigeria. Parce qu'il y a des actes de sabotage qui avaient été opérés pour extraire de l'essence. De l'essence, je refuse. Si vous prenez la part de ce qui atterrit, ce qui est siphonné au Nigeria et qui atterrit sur le territoire national, et la part de ce qui quitte officiellement la pompe, les essenceries au Nigeria, je ne pense pas que ce qui est siphonné dépasse ce qui provient des stations. Quand il était encore possible, avant que cette note entre autres ne sorte, pour demander aux officiels du Bénin qui amènent leur véhicule au Nigeria pour acheter du carburant, d'aller s'inscrire avant d'aller en chercher. Avec les documents officiels. Vous dépassez les frontières du Nigeria, du Bénin, entre le Bénin et le Nigeria, vous constatez d'office que les stations qui sont là-bas sont prises d'assaut par des Béninois. Oui. Même à la frontière, à la fermeture des frontières avec le Nigeria, il vous suffit de quitter Diafa, de prendre l'axe Carrefour-Sémin, Craqué, pour compter le nombre de camions-citernes stationnés en direction du Nigeria
mais bloqués, ne pouvant pas faire l'entrée au Nigeria. C'est-à-dire que nous tirons plus de ce qui vient de la pompe au Nigeria que de ce qui vient des siphonnages dont vous parlez. Je disais donc que la contrebande, c'est de part et d'autre. Mais que le Bénin a cette mauvaise habitude de faire entrer au Nigeria pas des produits, j'utilise encore une fois, au pays. Et je pense que le contexte actuellement a tellement évolué qu'on pourrait même perdre cet avantage du Nigeria, qui avait souhaité que, oui, envoyer des produits chez moi, mais il souhaite que ce soit des choses qui viennent de chez vous réellement, et non des choses que vous venez. Parce que c'est ça qui frustre davantage le gouvernement nigérien et autres, de constater que tout ce commerce qui est fait en direction de son pays, la majorité, c'est pour enrichir les Indo-Pakistanais, c'est pour enrichir ces pays producteurs de riz et autres, alors que le local béninois, le paysan béninois, a ce marché. Le Nigeria, après tout, c'est ça. C'est le marché. Même si on n'exportait pas au Nigeria des produits de contrebande, et c'est des produits légaux que nous envoyons au Nigeria, c'est un marché. C'est plus de 200 millions d'habitants. Et quand on va faire la cour aux investisseurs étrangers pour dire, bon, allez, venez vous installer chez nous, les gens ne viendront pas s'installer chez nous en regardant les 10 millions d'âmes qu'on a formées récemment pour dire, ben, c'est suffisant pour que je vienne implanter une industrie au Bénin. Les gens regarderont les marchés d'à côté. 200 millions d'habitants que nous avons à côté et disent, mais de par sa position, le Bénin est une position stratégique qui nous permettra, une fois installé là, de déverser nos produits sur le Nigeria, de façon licite, il faut le dire. Nous avons installé une zone franche industrielle ici, à ses mains. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi cet emplacement. Au lieu de chercher à forcément s'installer au Nigeria, on peut faire de cette zone une zone qui accueillerait des commerçants, même des investisseurs nigérians, des industries que Aliko Dangote, les usines qui sont en train d'être installées au Nigeria. Pourquoi pas, si la politique le permettait, qu'on décentralise, si on peut appeler ça décentralisation, qu'on déconcentre un peu, qu'on s'installe dans cet espace frontalier avec le Nigeria, avec en ligne de mire ce marché nigérian. Mais quand on ne l'exploite pas, ça me fait penser à Sébastien Adiavon qui a souvent dit que le Bénin ne peut pas être aux côtés du Nigeria et être l'État, et dans cet État-là. Le Nigeria, c'est un atout pour nous, mais nous devons savoir comment utiliser cet atout. Nous ne devons pas utiliser cet atout en étant pour le Nigeria un inconvénient. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je ne sais pas si ce contexte qui était favorable quand le Nigeria demandait des produits venant du Bénin réellement, produits au Bénin, est encore le même aujourd'hui. Parce que le pays investit dans la production agricole. On dit riz, on en produit au Bénin, mais on a commencé par en produire au Nigeria. Qu'est-ce que le Nigeria ne produit pas encore aujourd'hui? Les opérateurs nigérians sont mobilisés autour. Il y a de l'investissement qui est fait et on espère les résultats. Dans ce contexte, les choses seront difficilement à négocier comme entre-temps où le marché était encore presque vierge. On dit, mais oui, le riz, envoie-nous le riz, mais à condition que ce soit produit au Bénin et tout ça. Ce ne sera pas forcément la même chose. Quand on a perdu ça et qu'on se retrouve aujourd'hui avec ce que nous appelons, n'oublions pas, le port autonome de Cotonou, qui jusqu'aujourd'hui est qualifié de poumon de l'économie nationale. Cela voudra dire que si ce poumon cesse de fonctionner, c'est que nous sommes morts. Dans un contexte où le Nigeria a commencé par développer le port de Lagos avec un lourd investissement qui ferait de ce port une zone d'attraction, un port d'attraction dans la sous-région ouest africaine, dans un contexte où Lomé également est en plein boom, plein développement de son port. Qu'est-ce que le port de Cotonou a aujourd'hui qu'envirait le Nigeria, qu'envirait Lomé? Ouais, sauf que certains produits n'atterrissent pas au Nigeria comme cela se fait au Bénin. Justement, si certains produits n'atterrissent pas au Nigeria, les gens amènent ça au Bénin. C'est dans quel but? C'est d'atteindre le Nigeria par ses mains, les autres frontières avec le Nigeria directement ou en contournant par le Niger. Et le leadership du Nigeria n'a pas raté. Le Niger, comme le Burkina Faso, le Niger a sorti, comme le Burkina Faso, une note demandant à certains produits qu'on envoie, qu'on restaure sur son territoire, de ne plus atterrir sur son territoire. C'est bien là que ça commence. On viendra tout à l'heure. Et quand il en est ainsi, c'est que c'est le port autonome de Cotonou qui est étouffé. Oui. Des gens, on fait du fétichisme autour des chiffres.
Si on doit vous communiquer les chiffres réels des marchandises qui rentrent au Bénin aujourd'hui, comparativement à ce qui rentrait au Bénin avant la fermeture des frontières, on constatera qu'il y a un net regret, une nette régression. Si on doit vous communiquer ce qui se passe au niveau du PVI, programme de vérification des importations, vous verrez parce que le PVI n'est rentable que grâce au Nigeria où on envoie les produits et grâce à d'autres pays. Et quand le Nigeria ferme sa frontière aujourd'hui, combien d'opérateurs économiques béninois vont à eux seuls, en quelque sorte, sans le marché nigérien, il y a eu ça, sans le marché nigérien, chercher à alimenter le marché béninois avec un flux. Sébastien Germain à Gabon. On lui a réservé le sort qu'on connaît. Alphonse Moïse Soulé vous le disait, ce n'est que chez nous que nous maltraitons, que nous tuons nos richesses nationales, que nous tuons nos opérateurs économiques. Au Nigeria, ce n'est pas le cas. Aliko Dangote, c'est un nom qui sonne comme nom d'opérateur économique, mais qui sonnerait comme l'autre président du Nigeria, qui lui n'a pas de mandat. Le régime passe, lui reste un abonnement chez lui, et ce n'est pas pour rien que quand le président arrive, il réunit ses opérateurs économiques, comme ce que Boari a fait récemment, des confidences pour dire, ben, je reviens pour un second mandat, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse? Et la politique qu'applique le gouvernement nigérien aujourd'hui en nous fermant ses frontières, ce n'est qu'une politique dictée par les opérateurs économiques du Nigeria. Ils sont rois chez eux. Oui. Vigile a avancé la CEDEAO prône la libre circulation des personnes et des biens. Visiblement, ça n'attire pas l'attention du Nigeria dans ce contexte, puisque le Nigeria a pris unilatéralement sa décision et l'applique, quoi que cela coûte aux pays limitrophes. Et l'on se demande d'ailleurs si la même rigueur est appliquée aux autres pays comme cela se fait au niveau du Bénin. Oui, et c'est en cela que je ne suis pas d'accord avec Saturnin de penser que c'est comme une faveur que d'autoriser le Bénin à, n'est-ce pas, importer au Nigeria, n'est-ce pas, ses produits made in Bénin. Non, c'est la règle communautaire qui le dit. C'est la règle communautaire qui veut que les produits aussi bien ivoiriens, sénégalais et autres puissent être vendus au Burkina, au Nigeria et dans le même espace CEDEAO. Quand on parle de la libre circulation des personnes et des biens, s'entend la libre circulation des personnes et des biens de l'espace, des personnes de cet espace, des biens de cet espace, avec quelques nuances, bien sûr. Et vous savez, ce qui se joue aujourd'hui, c'est vrai, vous avez demandé tantôt si ce n'est pas une violation des normes communautaires. Oui. Bien entendu, c'est une violation, mais c'est une nouvelle théorie qui s'en va, n'est-ce pas, s'ériger et étudier, n'est-ce pas, par les différents acteurs, parce que il est intolérable que dans une communauté, n'est-ce pas, il y a ce genre de libertinage en parlant, n'est-ce pas, des produits prohibés aujourd'hui, qui sont d'ailleurs prohibés dans l'espace. Hein. Je vous rappelle que la Thaïlande n'est pas de l'espace CEDEAO. Je vous rappelle que la Chine n'est pas de l'espace CEDEAO. L'Inde, etc., etc. Pourtant, ce sont ces produits ces pays du moins qui prennent pas le Bénin, n'est-ce pas, pour atterrir au Nigeria, pour exporter leurs produits au Nigeria. Donc, même l'espace CEDEAO, si les mécanismes sont appliqués en principe, c'est réglementé pour qu'il y ait de surtaxe, n'est-ce pas, sur ces genres de produits de manière à favoriser ceux de l'espace CEDEAO. Il se trouve, et c'est en cela que le Nigeria dénonce aussi bien les douanes béninoises que les douanes nigériennes qui ne font pas leur travail, qu'ils laissent passer. Sinon, en principe, si les produits devraient passer légalement par les frontières, ce n'est pas refusé. Mais les taxes sont telles que il vaut mieux payer. Vous n'osez pas, vous ne pouvez pas, c'est trop cher. Voilà. Mais il y a les voies de contournement. Voilà. Au niveau des frontières. Et ces voies de contournement sont comme... C'est ce que le Nigeria reproche au Bénin, du moins les autorités nigérianes. C'est comme si nous l'avons structuré et officialisé, presque. En tout cas, ils disent que c'est avec la bénédiction de nos autorités. Nos autorités qui ont ce péché d'être en même temps les comment on appelle, propriétaires de Bénin Control, ou comment vous appelez,
qui exécute aujourd'hui le PVI, dans tous les cas. Et je vous disais que les Nigérians n'en sont pas arrivés à cette décision par hasard. Ils n'ont pas décrété par hasard, ils ont étudié les choses, ils ont essayé de connaître le sujet et connaître le mal qui les ronge. Alors, si nous prenons ces produits qui viennent de l'extérieur du Bénin, par exemple, et qui atterrissent au Nigeria, alors que le Nigeria, lui-même produit du riz localement, et ce qu'on importe de la Thaïlande, de je ne sais où, l'Italie ou la Chine encore, revient ici moins cher que ce qui est produit localement, cela ne pose-t-il pas un problème? Ce problème n'est pas propre au Nigeria, même au Bénin, vous constatez, les poulets importés coûtent moins cher que nos produits, les poulets locaux. Oui. Donc c'est pas propre au Nigeria. Les économies vous diront que c'est une question d'échelle. Si on avait les structures ici pour produire, La surface et tout ce qui va avec. voilà, comme eux ils en produisent d'ailleurs, si on en produit en quantité industrielle, on aurait les coûts. La qualité ne pose aucun problème. La qualité, bon, c'est vrai que c'est le consommateur qui décide. Mais si on assoit la politique, je vous assure que la qualité va suivre. Parce que personne n'investira, n'est-ce pas, s'il n'est pas sûr de rentrer dans son investissement. Donc, la qualité, c'est un peu comme le Japon. Vous avez un certain âge pour comprendre. Quand on était un peu plus jeune, vous entendiez les produits japonais ne sont pas de qualité. C'est vrai qu'il avait un peu de marketing contre le Japon à l'époque, mais ce n'est pas faux également que tous les produits japonais n'étaient pas forcément de qualité. C'est un peu comme la Chine aujourd'hui, où pour désigner le paillot, le contrefait, n'est-ce pas? On parle de Shintok. On parle de Shintok. Mais au fil des années, parce que ils sont là-dedans, parce que la perfection est de ce milieu-là, on finit par se perfectionner. Mais ici, l'environnement n'est même pas du tout adapté, n'est-ce pas, à la perfection. Les gens, les acteurs luttent d'abord pour exister. Oui. Ils luttent d'abord pour exister parce que, à qui la faute, à qui le tort, nous avons d'abord mis dans la tête des Béninois que le Bénin est un pays de service et que, bon, voilà, on fait ça et donc... On essaie de produire notre fitilade alors. Voilà. Donc, on en est là. Et je peux vous dire, ça pourrait être plus dramatique qu'on ne le pense. Je vous assure. C'était plus facile à vivre, plus ou moins, pour les uns les autres, parce qu'on se disait c'est 28 jours, ça va passer, et enfin on va souffler. Mais désormais, il est clair qu'on ne sait plus quel est le bout de l'enfer. Oui. Et l'enfer, on ne l'a peut-être pas encore vu. On ne l'a pas encore véritablement vu. Et donc, je crois que ça va être très compliqué si les autorités nigérianes, béninoises ne prennent pas la mesure des choses. Il est clair qu'à notre position, on a une fierté. Hein? Moi, j'ai condamné, vous souvenez-vous, les premiers jours, n'est-ce pas, cette décision unilatérale du Nigeria comme voilà, le complexe du plus fort, de la puissance, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut? On ne peut rien? Non, on peut quelque chose, mais est-ce qu'on a aujourd'hui les armes véritablement pour engager ce bras de fer avec le Nigeria et triompher? Oui, du côté de Monrovia, il a eu, n'est-ce pas, la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO qui s'est réuni et qui a condamné le Nigeria. On condamné déjà là, le c'est au niveau du Parlement de la CEDEAO. Bien sûr. Mais la CEDEAO quand même a donné raison au Nigeria de manière générale pour c'est à cela que j'allais l'économie du pays. C'est à cela que j'allais en venir. La CEDEAO, vous avez vu, et demain ça va rebondir hein, de plus belle dans les journaux, on va, comment dit-on, hisser ça en trophée. Mais ça ne changerait pas grand-chose. Moi, je pense qu'il faut que les autorités béninoises prennent la mesure des choses aujourd'hui et puissent, n'est-ce pas, nous offrir une porte de sortie. Et pour moi, la porte de sortie, elle est claire, je vais vous la dire tout de suite. Eh bien, il faut que les autorités béninoises puissent offrir la garantie aux Nigériens, aux autorités d'Abuja, qu'au bout
de 6 mois, qu'au bout de 8 mois, je n'en sais rien, qu'ils puissent enfin s'adapter ou commencer par s'adapter, n'est-ce pas, à ce qu'ils veulent, tel que la politique économique nigériane puisse rester et que le Bénin aussi puisse vivre. Si on n'en arrive pas là, eh bien, ça risque de se compliquer. Et le silence des autorités béninoises aujourd'hui n'arrange rien du tout, ni à l'intérieur, ni du côté du Nigeria, Oui. qui les autorités d'Abuja prononcent cela comme Mais le une Nigeria est en position de force dans cette affaire. d'une manière, mais bien sûr. C'est vrai qu'il ne vit pas non plus très Sans bien. le Il a Bénin, des Nigérians qui souffrent également. Bien sûr, cela. bien sûr. Mais ce qu'on n'a pas encore dit, ça Oui. tenait à commencer par le dire. Moi, j'ai, de manière informelle, des sources de la douane béninoise, mais la situation est très grave au port aujourd'hui. Depuis cette fermeture, n'est-ce pas, il y a des chiffres qui sont avancés, c'est dans l'ordre de 60 à 70% de baisse de recettes aujourd'hui au port de Cotonou. Et c'est le prochain budget Et donc, du Bénin qui qui va en souffrir. Dans tous les cas, si les autorités béninoises ne parlent pas, ils finiront pas parler à travers le budget. S'ils évitent l'abattement, comment vous appelez, le budget collectif, n'est-ce pas? S'ils l'évitent, ils ne pourront pas l'éviter pour le budget exercice général 2000, de l'État. 2020. Et ce qui est grave, il faut le souligner en parlant de budget, 2020, c'est la seule année pleine qui reste à Patrice Talon. La Et- seule année pleine qui reste Et à Patrice avec Maintenant qu'ils reviennent ou pas. des projets qui restent, l'alphatage, ça ferait de bien à tout le monde. Personne ne refuserait. Donc moi, je pense que les autorités, qu'elles prennent la mesure des choses, qu'elles puissent parler aux Nigériens d'abord. Ça commence par là, parce qu'il faut avoir de la matière. Est-ce que c'est d'abord au Pour Nigeria venir il faut servir. parler, il faut parler et montrer sa bonne foi face à ce que dénonce le Nigeria avant maintenant d'engager les négociations de Mais l'autre côté c'est ce du que je Nigeria. vous dis. Vous savez, la situation n'est pas aussi facile pour le Niger, pour le Bénin comme pour le Niger et le Burkina Faso. Eux, ils ont rapidement, n'est-ce pas, commencé Des à actes. prendre des mesures à travers ces actes que dont vous parlez, n'est-ce pas? Et donc, il faut que le Bénin, à défaut de pouvoir s'aligner rapidement dans ce sens aujourd'hui, puisse aller demander de moratoire, n'est-ce pas, au Nigeria pour pouvoir enfin, n'est-ce pas, sécuriser l'économie du Nigeria et pouvoir enfin inventer une vraie économie à la comment l'autre qui est en Guinée équatoriale, Berthe Corvi. Voilà, l'économie fondamentale, une super théorie. Vous ne consommez que ce que vous avez produit et ce n'est que ça qui vous enrichit. Alphonse Moïse Soudé, le Nigeria dénonce également l'entrée sur son territoire de ces épaves qui viennent de l'Europe en général, parlant des véhicules d'occasion. Aujourd'hui, avec ces frontières fermées, c'est un problème qui se pose sur les parcs de véhicules d'occasion. Mais vous savez, le flux de véhicules allant vers le Nigeria avait déjà diminué parce que les gens ont commencé par installer des usines de montage de véhicules au Nigeria. Le Nigeria, oui. Non. Et pourtant, le Nigeria a un port et peut accueillir aussi ces véhicules qui viennent de l'Europe, mais le Nigeria veut désormais être autonome vis-à-vis de ces véhicules-là. Le Nigeria a dit, ok, parce que vous ne pouvez pas commencer par monter des véhicules chez vous et permettre encore que des gens aillent acheter des véhicules au-delà du pays, qui ne sont même pas des véhicules neufs, des véhicules de seconde hand. Ils ne vont pas accepter. Donc, vous voyez, le problème est si précieux que si nous avions, par exemple, un creuset sérieux d'opérateurs économiques, parce que là, on parle affaires, on parle opérateurs économiques, on ne parle pas d'hommes politiques. Si nous avions un creuset sérieux d'opérateurs économiques, c'est que ces opérateurs économiques-là allaient se retrouver, discuter, proposer au gouvernement de notre pays quelle stratégie utiliser. On n'en a pas. On n'en a pas. Citez-moi un seul opérateur économique actuellement au Bénin qui est en vogue au Bénin. Citez-moi ça. Citez-moi ça. Parce que là, si on avait ce creuset des opérateurs économiques, ils peuvent prendre langue avec ce même creuset, l'équivalent de ce creuset au Nigeria, et comme Anne Griffe, proposer un certificat de conformité pour dire nous allons
nous conformer aux réalités nigérianes d'ici à là. Mais ce creuset n'existe pas. Ce creuset n'existe pas. On n'a plus pratiquement d'opérateurs économiques. Le patronat est devenu quoi, même si le président n'est pas là? Depuis quand vous avez encore entendu parler le patronat béninois? Est-ce à dire que c'est limité seulement Vous voyez comment à la seule personne vous du voyez président? Comment ça se vit économiquement est à terre? Vous avez jamais encore entendu parler de celui-là? Quel opérateur économique béninois vous connaissez encore qui peut aujourd'hui, face aux opérateurs économiques nigériens, être crédible? Il n'y en a plus. Donc il faudrait qu'au niveau de l'État béninois, par rapport aux solutions, qu'on réorganise l'économie béninoise. Quand on parle d'économie béninoise, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ce n'est pas que le coton. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit attendre de ce gouvernement face à la situation que vivent les populations? Il faut courber les chines. Il ne faut pas se bomber le torse. Quand vous êtes en position de faiblesse, on ne se bombe pas le torse. On ne bande pas les muscles. On reconnaît ses fautes. On engage le dialogue avec celui qui est en face. Parce qu'aujourd'hui, Vigile l'a rappelé, je l'avais dit tantôt, mais face à la situation, c'est le blackout. On ne nous rassure pas. Et le Nigeria prendrait ça comme de l'arrogance. Malgré tout ce que je fais, ces gens-là restent taiseux. Et toutes les dispositions sont prises de l'autre côté du Nigeria Mais pour faire appliquer cette mesure. Mais c'est ce que je dis. Les équipes mixtes se changent presque 2 heures ou 3 heures. La réalité, c'est quoi? Que... Il faut faire profil bas. Il faut regrouper les opérateurs économiques. Il faut d'abord réfléchir chez soi. Parce que le Nigeria pose des problèmes réels. Le riz pakistanais, ce n'est pas produit au Bénin. Et entre-temps, comment il s'appelle déjà, Tourné a commencé. Le riz Nerika. Mais ça finit comment? Il faudrait qu'on... C'est peut-être pas de qualité, il faudrait désormais qu'on développe l'agriculture. Il faudrait qu'on développe l'agriculture. Si nous voulons commercer avec le Nigeria, ce n'est pas aller acheter en Europe et venir revendre. Donc, il faudrait que l'État regroupe les opérateurs économiques dans un creuset. Il faut que l'État, désormais, fasse émerger des opérateurs économiques qui vont créer de l'emploi, qui vont produire des produits, si vous voulez, que nous pouvons exporter vers le Nigeria. Si le Bénin décide, le gari se produit chez nous, on ne va pas interdire au gari d'entrer au Nigeria. Si nous produisons le clu-clu, on ne va pas interdire au clu-clu d'entrer au Nigeria. Si nous produisons, il faut encourager la production locale. Il est temps, parce que quand le Nigeria, quelque part, est en train de nous donner des leçons d'économie. Oui. Nous donne des leçons d'économie. Et nous devons quand même organiser une table ronde des opérateurs économiques s'il y en a encore au pays. Parce que c'est très important. Cette décision unilatérale du Nigeria n'a pas été prise sans avoir consulté les opérateurs économiques. Le Nigeria ne peut pas décider de fermer ses frontières avec le Bénin sans convoquer un certain Aliko Dangote. Donc les camions passent par le Bénin Et pour vous atterrir dites, dans d'autres pays. voilà les mesures que je veux prendre vis-à-vis de notre voisin. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous me proposez? Parce qu'on ne peut pas parler d'économie nigériane sans parler de la puissance, du poids des opérateurs économiques. Mais chez nous, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut... Donc, les développeurs de théorie économistes ou bien économie qui se trouvent à l'université, ils proposent à l'État béninois. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que le Nigeria n'est pas prêt de démordre. Et quand le Nigeria se fait assister des autres pays, c'est que là, on veut nous confiner dans notre simple expression. Satoune Diassou, nous allons droit vers le projet de budget général de l'État exercice 2020 qui doit être déposé sur la table des députés dans ce contexte de fermeture des frontières où les caisses de l'État doivent recevoir le coût de cette mesure du Nigeria. Attendons-nous à des taxes. À des taxes et à des taxes à l'interne. Parce qu'il faudra trouver de quoi combler le gap là quelque part. Je parlais du port autonome qui est le poumon de l'économie béninoise, qui est dans un état de léthargie avec ce qui se passe. Quelqu'un demandait ironiquement entre le port autonome de Cotonou et les frontières nigérianes, qu'est-ce qui constitue le pouvoir de l'économie du Bénin? Non, les deux sont complémentaires. Oui, les deux sont complémentaires. Parce qu'aujourd'hui, les frontières nigérianes... Les produits peuvent sortir du port sans jamais atteindre le Nigeria. Non, je ne peux pas le dire ainsi. Et c'est en cela que, on parle de PVI aujourd'hui. Le PVI même a élaboré un système qui permet le suivi de marchandises. Ce système peut être défaillant, peut ne pas marcher à un moment donné. Mais on suit
les produits qui atterrissent au port autonome de Cotonou jusqu'à leur destination. On parle de tracking. Parce qu'on sait que si on ne met pas en œuvre ce mécanisme, on a beau viser le marché nigérian, mais les produits peuvent rentrer au Bénin par le port. On déclarerait ces produits comme étant à destination du Nigeria, mais on peut les déverser sur le marché béninois. Donc l'État, même si il y a conflit entre le sommet de l'État et certaines sociétés qu'on reproche être proche du président de la République, je préfère dire les choses ainsi. Mais on sait que le marché local également est là qu'il faut protéger. Donc on met en œuvre un mécanisme pour suivre les produits pour qu'ils aillent à destination, la destination déclarée. Donc il y a le tracking là. Je ne pense donc pas que le PVI soit là pour se contenter juste que ça rentre au pays et puis on se fout. Le PVI, puisque vous en parlez, apparemment c'est un bon produit que le gouvernement de Boni Yaya avait sorti entre autres. Hein, parce que... Ça marche parce que le port autonome de Cotonou est un port d'entrée. Nous avons des pays de l'Interland. Les autres pays qui prendront le coup, ce sont ces pays de l'Interland. Mais que gagne l'État béninois? L'État béninois gagne ce qu'il gagne. Je me demandais. Et les sociétés qui se sont retrouvées adjudicataires gagnent aussi ce qu'elles gagnent, ces sociétés-là. Les pays qui prendront aussi le coup, ce sont les pays de l'Interland, le Niger, le Burkina Faso, qui, bon oui, je sais qu'au Burkina Faso, il y a le port sec de Bobo Dioulasso. Mais pour ce qui va atterrir au port sec, il faut que ça rentre au pays par une autre voie avant d'atterrir là-bas, en prendront le coup. Et si ces pays qui ont des ports secs, qui n'ont pas de façade maritime, interdisent la réexportation de certains produits chez eux, c'est que j'ai parlé tout à l'heure du leadership du Nigeria qui est là et qui fait quelque chose. Vous parlez du budget, oui. C'est clair. Je parlais, ce sont des poches quand Virginie parlait tout à l'heure, je disais que 2020, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et les choses arrivent tellement mal pour Patrice Talon que c'est pendant cette année qu'il a besoin de plus avancer dans ses réalisations pour qu'au cas où il voudra revenir en 2021, qu'on puisse porter tout ça comme étant des éléments pour convaincre les électeurs. Pour lui harmoniser. Pour lui dire, ben voilà, on a souffert, on a serré les ceintures. Un mois de fermeture, ça pèse lourd dans l'économie béninoise. C'est clair, on dit. Même si au Nigeria aussi on ressent. Il faut se serrer les ceintures. On l'a fait pendant 2 ans, on l'a fait pendant 3 ans. Mais la 4e année, ça a commencé par porter. Mais c'est comme les Ivoiriens ont chanté. La 3e année où ça devrait prendre pour percer, c'est là que c'est versé. Comme ils le diront. 2020 qui devrait être une année d'apothéose, tout au moins qui verrait les fruits commencer par bouger, pour donner de l'espoir béninois, pour dire, mais oui, si ça a commencé ainsi, on a souffert. Continuons. Est-ce que vous insinuez que c'est fait à dessein? Je ne dirais pas que c'est fait à dessein, mais au même moment, je suis tenté de l'affirmer. Pourquoi c'est en ce moment-là précis que le Nigeria nous ferme ses frontières. Pourquoi précisément c'est là? Pourquoi le Nigeria ne l'a pas fait avant les législatives de 2019, d'avril dernier? Patrice Talon est allé au Nigeria plusieurs fois et tout ça. Et il y a d'autres signes que moi j'interprète. Est-ce que le Nigeria serait, prenant le Bénin pour un pays d'arrogant parce qu'on n'aurait pas répondu? Qui vous dit que le Bénin n'a pas demandé à être reçu au Nigeria, à Abuja, et qu'on ne lui a pas dit qu'on n'a pas de temps pour recevoir un problème de calendrier? Diplomatiquement parlant, on peut le dire. Qu'est-ce qui pourrait justifier le fait que face à ce problème sérieux, que ce soit à l'occasion d'autres rencontres à l'international, que le président de la République rencontre le président du Nigeria? Alors que là, c'est à côté. Réorganiser les élections législatives. Vous aurez la paix. Si c'est le message qu'on nous passe. Oui, vous réorganisez les élections. À nous de charger. Et vous aurez la paix. Avant, moi, je voulais parler des opérateurs économiques. Mais au-delà de là, le Bénin même devrait avoir une capacité. Il faut interroger la capacité de résilience de notre pays. Oui. Face à des phénomènes du genre, ça a manqué. Et même si le Nigeria nous dit, nous vous laissons pendant 3 mois, je ne pense pas que le Bénin soit capable, en 3 mois, de mettre en place une politique qui pourrait rassurer autrement le Nigeria. Ça ne se construira pas du jour au lendemain. On a passé des décennies à vivre dépendant, à vivre au crochet du Nigeria. Mais on n'a pas quand même profité de la proximité avec le Nigeria. On peut, avec les produits pétroliers, aller en chercher au Nigeria. On en a profité dans l'informel. Dans l'informel. Et même dans le formel, la coopération qu'il devrait avoir, il n'y a pas eu. Il n'y a pas. Alphonse Moïse Soulé disait quelque chose. Vous pensez que le Nigeria a fermé sa frontière avec le Bénin sans analyser les inconvénients que cela pourrait avoir sur un transport de marchandises entre le Nigeria et le Togo avec des camions de Aliko Dangote. Par exemple, le Nigeria ne saurait faire ça. Il analyse les inconvénients que ça aurait sur ses opérateurs économiques. Il prévient ses opérateurs économiques qui anticipent sur ces inconvénients-là avant qu'ils ne prennent les mesures, qu'ils ne mettent en œuvre les mesures. Et tout ça, quand on opère en intelligence avec les forces vives économiques qu'on a, c'est ce que ça aboutit. Mais quand au Bénin, on voyage depuis qu'on est là, sans un opérateur économique, quand la chambre de commerce et d'industrie du Bénin, qui devrait être l'autre chambre, l'autre antichambre du commerce avec le Nigeria, est dans cet état-là,
il n'y a pas autre conséquence, autre chose à constater que ce que nous vivons là. Cette fois-ci, nous allons en souffrir, nous tous, et nous ne pouvons rien faire. En tout cas, Vigile avançait, le Niger a pris des dispositions, a pris des mesures également, le Burkina Faso en a pris, au Bénin, rien. Oui, et c'est en cela que ce qui s'est passé à Monrovia, je reviens encore, n'est-ce pas, au Parlement de la CEDEAO, ça va être juste symbolique et pour le moral. Et ça va s'arrêter là, le moral du Bénin ou des autorités de Cotonou. Moi, je pense que, pour continuer dans le même sens, le Niger, le Burkina et peut-être d'autres pays ne seront pas des alliés du Bénin quand il va être question d'en parler. Et c'est, disons, les chefs d'État qui vont régler ça, pas le Parlement. Les chefs d'État, et on connaît l'influence du Nigeria, n'est-ce pas, dans la sous-région. Il n'est pas impossible que le Nigeria mette même en jeu son appartenance à la CEDEAO pour survivre face à ce qui lui arrive. Ce n'est pas impossible. Si on doit le forcer à faire ce qu'il ne veut pas faire. Oui, je vais très rapidement dire, les non-dits, ça peut expliquer en partie le silence de Cotonou, mais il va falloir se départir de cela. Il va falloir se départir de cela et ne pas pouvoir compter, n'est-ce pas, sur... le rapport de force n'est pas en faveur du Bénin. Et ce n'est pas quand l'axe de Chine, Russie, consort qu'on fréquente aujourd'hui. Quand ils auront arbitré, ils ne vont pas arbitrer en faveur du Bénin. Ils vont faire le choix d'Abuja. Ouais. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on fasse un choix conséquent. Une décision est donc attendue du côté du Bénin. En tout cas, ce sera tout pour ce numéro de l'émission L'Intégrale sur Soleil FM. Un autre rendez-vous, c'est demain. Bonsoir.